Bonjour, donc je suis Jean-Pierre Moreau, le président d'ADN Ouest, coproducteur de l'événement aux côtés d'API, la CCI et Exponente. Très heureux de vous accueillir à cette table ronde sur la place de l'humain dans l'usine du futur. ADN Ouest, c'est quand même 600 entreprises adhérentes sur les Pays de la Loire et la Bretagne. C'est le plus gros réseau numérique en France. Donc, comme vous le savez, Digital Change, c'est un salon dédié aux TPE, PME, aux entreprises en général, qui viennent partager des réussites et des solutions autour de leur transition numérique. Donc là, une table ronde super intéressante. Est-ce que les robots vont remplacer l'homme, supprimer des emplois ou vont-ils en créer ? Denis Jacquet disait hier qu'il ne s'agissait pas d'une transition numérique, mais d'une métamorphose. Et dans une métamorphose, la différence avec une transition, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. Donc je vais laisser Laurent Manat, qui anime cette table ronde, qui est directeur général du pôle EMC2, voilà, essayer de répondre à ces questions. Voilà, Laurent, je te passe la parole. Merci Jean-Pierre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette table ronde qui est la première de cette seconde journée donc de Digital Change. Alors, Jean-Pierre m'a introduit très rapidement. Je suis Laurent Manac, je suis le directeur général du pôle de compétitivité EMC2. Donc c'est un pôle qui est dédié à l'industrie lourde. C'est la raison pour laquelle on m'a demandé d'animer cette table ronde. Notre métier au quotidien, c'est d'accompagner les PME industrielles dans leurs projets d'innovation de manière à améliorer les processus de production. Donc vous voyez, c'est très tourné vers l'industrie. L'industrie lourde, on travaille dans l'aéronautique, dans la navale, dans l'automobile. Donc c'est ces secteurs qui sont très présents sur nos régions de Pays de la Loire et de Bretagne. Dans nos approches, nous introduisons systématiquement les notions de collaboration. L'innovation collaborative, c'est avant tout aller chercher ailleurs, en dehors de l'entreprise, des technologies, des compétences qu'on n'a pas en interne. Et c'est encore plus vrai pour le monde du digital qui s'est développé avec un écosystème tout à fait particulier. Et aujourd'hui, on a vocation à intégrer cet écosystème dans notre environnement. Alors, Pôle EMC2, c'est 400 industriels, principalement dans la région Pays de la Loire. Ensuite, notre deuxième région, c'est la région Bretagne. Et nous sommes basés au sud de Nantes, donc près de l'aéroport. Et nous sommes à l'origine de l'Institut de recherche technologique Jules Verne, donc qui permet de faciliter les collaborations entre nos PME et quelques grands groupes des marchés dont je vous ai parlé. Et à ce sujet, nous avons monté avec l'IRT Jules Verne un dispositif qui s'appelle Accès PME et qui permet donc aux PME de travailler avec ces grands groupes dans le cadre de l'IRT Jules Verne avec des dispositifs de financement adaptés. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur la promotion du pôle EMC2. Ça fait maintenant quelques années que nous travaillons sur l'industrie du futur. Alors, on appelle ça l'industrie du futur. À un moment, il y avait un besoin de communication fort, mais il faut bien avoir en tête que l'industrie du futur, ce sont les usines d'aujourd'hui. Donc notre problématique, et c'est bien le message de Digital Change, c'est comment on fait à partir de ce qui existe pour pouvoir se projeter et pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, je me suis promené sur le salon et puis on voit bien que parmi les stands, il y a une place importante de la technologie, et notamment des technologies issues du monde digital ou numérique. Donc la réalité virtuelle, le BIM, l'intelligence artificielle, les objets connectés, le big data. Et ça amène deux questions. Et là, je vais reprendre ce que Jean-Pierre disait. Premièrement, est-ce qu'il est suffisant pour une entreprise d'acquérir ces technologies, donc de les implémenter au sein de leur entreprise pour parler d'industrie du futur? Voilà. Est-ce que c'est uniquement une problématique technologique? Et la deuxième qui est toujours sous-tendue, c'est est-ce que ces technologies menacent l'emploi industriel? Alors, cette deuxième question, c'est une question qui nous est posée de manière très régulière. La question du robot qui remplacerait l'humain, c'est quelque chose. C'est vraiment une question qu'on nous a posée au fil des années. Et donc, ça nous a donné l'idée de travailler sur cette réflexion. Et donc, on a mené un travail sur un guide. Donc voilà, qui apparaît derrière moi, qui s'appelle L'humain au cœur de l'industrie du futur, donc qu'on a travaillé avec la société Altran.
qui est téléchargeable sur notre site internet. Et notre point de départ, c'était d'opposer l'humain, on va dire, digitalisé, c'est-à-dire remplacé par des machines, par de l'intelligence artificielle, à ce que nous on appelle l'opérateur augmenté, c'est-à-dire utiliser la technologie pour permettre à l'homme peut-être d'en faire à l'homme et à la femme. Et là, je vais peut-être faire la parenthèse dont on parlait, puisque notre table ronde s'appelle la place de l'homme dans l'usine ou dans l'industrie du futur. Nous, on préfère parler de place de l'humain dans cette industrie. Il est évident qu'on parle de place d'hommes et de femmes, avec aussi un apport que les technologies vont permettre, qui va être notamment je dirais, d'homogénéiser les capacités physiques qu'on peut voir. Et pour revenir donc sur ce que je disais, on a donc comparé l'homme digitalisé, c'est-à-dire remplacé, à l'homme augmenté. Et là, on s'aperçoit, quand on fait un parallèle avec la pyramide de Maslow, que autant pour les capacités physiques, les capacités de communication, les capacités cognitives, tout ça, c'est facile, je dirais, de comprendre comment la technologie peut soit remplacer, soit augmenter l'humain. Par contre, on arrive toujours tout en haut, là où dans la pyramide de Maslow on a l'estime de soi, à une brique que nous on appelle attitude et qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les technologies du monde, dans la réalité, si elles ne sont pas bien implémentées, si vous n'avez pas bien fait la communication auprès de vos personnels, des opérateurs, si même vous n'êtes pas allé questionner les opérateurs, je dirais ab initio, c'est-à-dire avant de démarrer l'opération de transformation, eh ben ça ne marche pas. Et cette attitude, l'envie de collaborer, la curiosité, l'envie de bien faire, eh ben ça c'est difficilement programmable par une machine ou quels que soient les outils d'intelligence artificielle qu'on pourra utiliser. Alors donc c'est pour parler de cette place de l'humain dans l'usine de futur que nous vous proposons cette table ronde aujourd'hui. Et donc pendant 45 minutes, nous allons aborder les recettes à appliquer, les écueils à éviter. Et pour cela, donc, nous avons quelques invités. Jean-Yves Marnac de la société Airbus. Pardon, excusez-moi, j'ai ma liste qui ne correspond plus. Alors, je vous avais dit que ça me poserait un problème. Alors je reprends. Donc, Vincent Espy de la société PwC. Jean-Yves Marnac de la société Airbus. Jacques Aumont de la société Bouillet. Patrice Houillard de la société A56 et Sébastien Eco de la société Icobot. Voilà. Et nous allons commencer par un état des lieux et donc par vous, Monsieur Espy. Donc PwC vient de sortir une étude visant à monitorer le phénomène de transformation digitale parmi les entreprises mondiales. Qu'en est-il de l'industrie française ? Merci Laurent. Donc effectivement, nous venons de publier une étude sur le sujet, qui est une étude qui a recueilli environ 1200 réponses de managers industriels dans 26 pays dans le monde, ce qui fait de cette étude une des études les plus larges jamais menées sur le sujet. Et effectivement, il en ressort que l'industrie 4.0, donc le digital dans le domaine des opérations, dans nos usines, va permettre de gagner en compétitivité. Donc effectivement, nos usines vont devenir plus productives, plus efficientes. Donc en tant que consultant, on nous demande souvent d'évaluer des gains économiques, des gains financiers associés à un investissement dans le digital, des retours sur investissement. Et là, on observe que donc, les trade-offs, les compromis entre différentes choses sont en train de se déplacer. Tout d'abord, les trade-offs entre l'homme et la machine. Effectivement, je peux comprendre que le digital fasse peur et que les opérateurs voient ça comme une menace pour leur emploi, car effectivement, la machine est efficace et la machine connectée est encore plus efficace que ce qu'on a connu lors de la révolution industrielle précédente qui avait lieu il y a une vingtaine d'années sur l'automatisation des usines.
En effet, donc dans l'étude, on montre que la machine connectée et toutes les technos associées au digital vont générer environ 15% d'économie, donc de réduction des coûts des industriels sur la période des 5 prochaines années. Donc des économies assez significatives, mais la menace sur l'emploi n'est pas réellement fondée, car en fait, les économies dont je parle sont plus tirées par un homme augmenté que par une automatisation des processus. Donc on n'est pas en train de vouloir remplacer l'homme par une machine, on est en train de mieux l'équiper pour l'aider à être plus productif, plus efficace, ou plus confortable, moins pénible. Donc on va parler un peu plus tard de cobots, on va parler de réalité augmentée, des choses qui sont donc des outils associés à un opérateur. Tout cela, il va de soi que donc un opérateur de l'usine du futur ne sera plus le même, il va devoir gagner en compétences et assorti d'une augmentation de salaire de manière générale. Un autre trade-off qu'on nous demande souvent d'évaluer, c'est le trade-off de l'offshoring, c'est-à-dire la délocalisation des activités de production dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère qu'en France. Et là encore, le digital va nous aider à gagner en compétitivité et à faire de l'onshoring, voire du re-onshoring, rapprocher, rapatrier les activités qu'on avait déjà offshorées à l'époque pour des raisons de coût en France. Et là, c'est moi qui en suis convaincu, qui l'affirme, mais également les répondants à notre enquête. Il y a environ 2/3 deux industriels qui croient vraiment à ce re-onshoring dans les 5 ans. Merci, merci beaucoup. Donc on voit que la situation est finalement contrastée. Jean-Yves Marnac, donc société Airbus, une grande société. Quelle approche vous adoptez pour intégrer le digital dans une société qui est aussi importante en termes de taille et d'emploi? Bonjour Laurent. Alors c'est vrai, bon, la transformation digitale c'est une réalité, on en a parlé, et c'est un virage qui est obligatoire pour être pérenne et gagner en compétitivité, comme vous l'avez mentionné. Ça, c'est un constat qui a été fait déjà il y a plusieurs années par Airbus, et notamment on a lancé un grand programme de transformation qui s'appelle Quantum, qui vise à la fois à nous transformer d'une manière technologique, mais également dans nos manières de travailler et la manière de travailler de nos opérateurs et de nos cadres. La transformation digitale, c'est énormément de technologies, très différentes. Donc ce qui était important, c'était de travailler avec nos salariés pour comprendre où étaient véritablement les axes où on pouvait s'améliorer, pour trouver les bonnes technologies, les mettre en place et puis aller justement vers cet objectif de compétitivité, mais pas que. Parce que derrière aussi, pour nous, l'enjeu, c'est la satisfaction de nos clients, qui sont les compagnies aériennes, et donc de travailler sur la qualité des produits que nous livrons, de la satisfaction au final. Alors, on a eu la chance à Saint-Nazaire d'avoir un grand projet qui s'appelait la Digital Lighthouse, sur le programme A350, je pense que vous connaissez le programme, où on a eu la possibilité, sur une station de travail donnée, de mettre le maximum de technologies existantes pour justement voir quels sont les avantages qu'on pouvait en tirer, comment nous allions transformer notre manière de travailler, et également au final de servir de vitrine et de benchmark pour l'ensemble du groupe Airbus. Alors ce projet, il a pris 18 mois. Et très concrètement, comment on a fait? Bon, on a travaillé bien sûr avec nos opérateurs pour bien comprendre leurs besoins, pour travailler avec eux les solutions, leur livrer régulièrement un certain nombre de solutions, pour d'une part leur donner des instructions de travail en 3D. On a parlé de réalité augmentée également, pour les aider à positionner correctement les différents brackets et autres sur nos sections. On a travaillé également sur le papier, parce qu'il faut savoir, quand on construit un avion, c'est plusieurs dizaines de milliers de pages d'instructions, et donc on a numérisé tout ça. On est arrivé sur du paperless. Et à côté de ça, la mise en place de tout un système d'aide pour bien ordonnancer l'ensemble des tâches et gagner cette productivité que l'on cherchait. Le message que je vais vous passer, et ce qui était très important, c'est qu'on a construit vraiment avec nos salariés, dans une approche vraiment bottom-up, de manière à ce que le digital soit une aide pour nos opérateurs. On est là pour leur amener de nouveaux moyens, nouvelles manières de travailler, réduire la pénibilité, réduire les accidents. Et au final, on obtient ces gains.
Merci. Ce programme Quantum, c'est sur quelle période, combien de temps avez-vous consulté les différents opérateurs, les différents corps de métier avant de lancer le dispositif ? Alors Quantum, c'est un programme qui quand même a été lancé il y a 4 ans, donc ça commence à durer. Le projet lui-même dont je vous parle, c'était une période de 18 mois. Et on va dire la phase de travail avec les opérateurs, en fait, elle s'est faite au fur et à mesure du projet. Le mot qui est vraiment à la mode et que nous avons mis en place, c'est l'agilité. Ça veut dire toutes les solutions qu'on a pu mettre en place, aussi bien technologiques qu'informatiques, on l'a fait au travers de projets agiles. Ce qui nous a permis, d'une part, de bien coller aux attentes des opérateurs et de savoir rectifier de manière très très réactive. On était à un rythme où toutes les semaines, on était capable de leur livrer une nouvelle solution et leur démontrer. Et grâce à cela, parce que vous comprenez, chez Airbus, on a une population qui est assez large, avec des opérateurs jusqu'à des cadres dirigeants. Tout le monde n'a pas le même niveau d'appétence ou de connaissance de ces technologies de la communication. Donc il était très très important, en amont, travailler avec eux pour qu'ils comprennent, qu'ils voient le potentiel de ces technologies, qu'ils se les approprient, qu'ils sachent nous décliner comment ils souhaiteraient que nous utilisions ces technologies, et après qu'ils soient eux-mêmes les relais vis-à-vis de leurs collègues, de ces solutions et de ces nouvelles manières de travailler. D'accord, merci. Alors ça me fait une transition et je me tourne vers Sébastien Eco. Donc vous avez créé la société Ecobot. Parlez-nous de votre produit, de l'expérience que vous menez avec A56 aujourd'hui avec Airbus et surtout des difficultés dans l'acceptabilité des nouveaux équipements que vous proposez à Airbus. Donc Sébastien Eco, déjà pour me présenter, j'ai fondé la société il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 26 personnes. Et donc notre métier, c'est de concevoir des machines au sens global qui vont aider l'homme dans son environnement. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a un premier point, c'est que notre vocabulaire est en train de pertinemment changer. On ne parle plus d'assister l'homme, on parle d'aider. C'est-à-dire qu'on va vraiment se préoccuper de la santé et du bien-être de la personne. Et du coup, ça change notre vocabulaire. On n'est plus là pour collaborer, on est là vraiment pour coopérer. Et quand je dis ça, c'est un sens fondamental. C'est qu'on ne fait plus des machines comme avant pour répondre à un besoin de process. On conçoit des machines où on va s'intéresser à l'expérience utilisateur. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la façon dont on va voir chez Ecobot de concevoir des systèmes, ou notamment des interfaces et des IHM, donc on va en reparler après avec A56, on ne s'intéresse pas à concevoir un système pour répondre à un process. On conçoit un système qui va répondre à un process avec un humain à côté. Donc on va s'intéresser au design de la globalité de la solution, c'est-à-dire que chaque fonction va avoir un impact sur l'interprétation cognitique. Donc je parlais un peu design, c'est-à-dire que le design, c'est pas juste faire un beau trait pour créer une fonction jolie, esthétique, c'est créer une fonction qui va avoir un impact cognitique dans le cerveau de l'homme, comme choisir une couleur, comme choisir un certain nombre d'éléments. Donc au final, aujourd'hui, on est sur une révolution du produit, c'est qu'avant, on faisait des machines dans des enclos qui allaient remplacer l'homme, qui étaient dans un process complètement continu. Maintenant, on conçoit des systèmes qui sont avec lui pour l'aider, pour améliorer sa performance. Et du coup, par rapport aux activités qu'on va mener aujourd'hui, notamment donc avec Airbus, où on va aider les opérateurs à tracter, transporter des charges, on va créer donc des solutions. Donc notamment, on a une solution, un produit qui s'appelle le Yuski, qui est présent donc sur le salon, sur le stand d'A56, qui est là pour aider l'homme dans sa façon de tracter, de porter, de transporter les charges. Et du coup, ce qu'on a recherché donc, depuis le début de la création de la société, c'est des partenaires. Donc typiquement, on va avoir des partenaires pour traiter l'IHM, pour traiter l'interface homme-machine, donc notamment avec A56 sur la partie digitale, qu'on va designer aussi avec, donc, en interne. Donc nous avons l'un de nos directeurs est en fait de l'école de design de Nantes notamment, où on va travailler toute cette acceptabilité, toute cette façon de travailler, en fait, pas juste d'avoir un simple bouton, mais d'avoir une expérience vraiment qui va se créer. Voilà, donc c'est ce qui va nous lier, c'est ce qui fait qu'au niveau d'Airbus, après, on va pouvoir travailler avec les opérateurs, on va s'intéresser c'est quoi leurs vrais besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent l'avoir en termes de fonctionnalité, et petit à petit on va adapter le produit. Et ce qui fait bien sûr qu'un cobot, de façon générique, c'est un produit c'est un électroménager, on va dire plus de l'industrie, qui est là pour aider l'homme dans sa performance. Et bien sûr, quand je veux le remettre en mode autonome, il peut aussi passer en mode autonome. Mais avant toute chose, il a été travaillé pour aider l'homme, pour aider l'humain dans sa tâche. Voilà. Et, voilà, vas-y. Et donc A56 qui nous aide sur la conception de ces interfaces. Patrice Douillard, voilà. Oui, pour A56. Exactement. Donc là, on travaille avec Ecobot en partenariat justement sur toute la partie acceptabilité de la solution, mais là dans son interface. Évidemment, le cobot, lui, a des missions à mener, il est pensé, il est réfléchi pour ça, avec une acceptabilité qui se fait, c'est très, très, très bien présenté par Sébastien.
Pour autant, à un moment donné, l'utilisateur, l'opérateur va devoir avoir des interactions avec un système d'information et donc avoir une capacité d'appel. Et c'est là où nous, on intervient dans cette démarche-là. Alors, ça correspond complètement aux valeurs d'A5.6 que de trouver des solutions et donner de la sérénité à l'usage de l'informatique au sein de l'entreprise. Et c'est toute cette intégration dans comment dirais-je, l'accompagnement, mais et surtout le vie ma vie. Ce qui est intéressant, c'est pendant très longtemps au niveau de l'informatique, on a considéré qu'on avait été suffisamment bien pensant pour les autres. Là, ça a complètement changé le paradigme. L'idée, c'est de vivre la vie des opérateurs, de voir comment ils travaillent, quelles sont leurs situations, pour voir comment on peut faire gagner du temps dans leur mécanisme, par l'intermédiaire du cobot, mais aussi par l'intermédiaire des interfaces qui doivent simplifier le travail et vraiment être coopératifs avec eux. Et justement, pour juste ressouligner, c'est vrai que le travail aujourd'hui que l'on a, parce que quand on voit un petit peu le système, on va se dire, bah tiens, les cobots, ils font des robots, des machines spéciales, comme ça existe depuis quelques années. A5.6 font des applications web, digitales, etc., comme ça existe. Mais c'est quoi vraiment qui change par rapport à hier? Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on prend en compte le besoin de l'utilisateur, mais quand on prend en compte la partie cognitive, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme quand il travaille avec un équipement qui est d'une couleur qui va être potentiellement réticente par rapport à son code culturel. Donc, je vais vous donner par exemple une couleur, c'est la couleur rouge. Pour un opérateur, travailler avec du rouge tous les jours en France amène des contraintes dans la partie cognitive. L'acceptation de la couleur ne se fait pas de la même façon qu'en Chine, ou en Chine, le rouge sera plus facilement accepté parce que c'est une couleur d'usage. Et donc c'est tout ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'intéresser à comment faire pour que ce soit hyper intuitif pour mon opérateur en France, pour mon opérateur qui doit être performant et qui doit améliorer justement sa performance. Nous avons, je pense à une anecdote au sein du développement, de l'équipe de développement de l'Institut de recherche technologique Jules Verne. Donc on travaille également avec Airbus pour faire des assistants mobiles, robotisés. Et donc toutes les technologies sont matures. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, hein. Les technologies sont matures, c'est la manière dont on va les assembler, les intégrer qui va être innovante. Pardon. Et on s'est posé la question, vous visualisez ces assistants mobiles qui se déplacent dans des carlingues avec un certain nombre de choses au sol, des opérateurs. On s'est posé la question, quand cet assistant mobile se trouve face à un opérateur qui est en train de travailler, est-ce que pour des raisons d'efficacité, l'opérateur fait un pas en arrière, laisse passer le robot mobile et puis ça continue, ou est-ce que c'est le robot mobile qui doit faire le tour de l'opérateur? Ça, c'est typiquement des questions qui techniquement sont faciles à résoudre, mais qui, en termes d'acceptabilité et je dirais d'implication de l'opérateur, sont beaucoup plus compliquées, avec des réponses sur lesquelles on a beaucoup de mal aujourd'hui à s'engager. Alors, du coup, dans le cas de votre projet, est-ce que vous avez noté justement des réticences ou un certain nombre de difficultés pour faire passer le message de l'efficacité technologique avant le bien-être de la personne? En fait, le premier point, c'est que les personnes s'intéressent déjà au produit en tant que tel, à comment il a été conçu, est-ce que j'ai envie de bosser ou de travailler avec lui. Ça, c'est le premier point. Si l'application est simple, si l'outil est simple, effectivement, ça va déjà m'aider à rentrer en contact avec lui. Et ensuite, effectivement, il y a des questions qui vont se poser. Ce sont des obstacles qu'on doit franchir. On est dans la même course que dans les véhicules autonomes aujourd'hui, où typiquement, si une voiture rentre dans un arbre ou écrase quelqu'un parce que l'algorithme en interne, ou plutôt l'intelligence artificielle, comme on l'appelle, a pris la décision d'eux, là, bien sûr, on va créer des problématiques d'acceptabilité. Et aujourd'hui, c'est tout le travail aussi d'un point de vue Ecobot, c'est qu'on a parlé donc de l'aspect design, on a parlé de l'aspect interface homme-machine, puis après, il y a le cerveau du système, où aujourd'hui, on doit imaginer des situations, on doit travailler des cas. Typiquement, je vois une tache d'huile chez Airbus, plutôt Nantes, où il y a un petit peu de saleté au sol ou un petit peu d'huile à certains endroits. Mais du coup, c'est un point qui est hyper important, c'est que... On fera passer le message. Voilà, mais c'est très bien pour nous parce que c'est des super use cases. Effectivement, si mon système avance à 4 km/h avec un homme en face et qu'il y a une tache d'huile et que j'ai pas compris que si je freine à 4 km/h sur la tache d'huile, je fais de l'aquaplaning et je percute la personne de plein fouet, ça pose problème. Donc l'acceptabilité va même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, le cobot doit se comporter, doit s'adapter
au comportement de l'humain et de son environnement. Et c'est là où aujourd'hui on est effectivement avec Airbus sur des cas hyper intéressants et passionnants parce que faut qu'on détecte un certain nombre de choses. On est en mode suiveur. Donc je vais vous donner l'exemple typiquement du mode suiveur. On pourrait très bien imaginer sur un mode suiveur, j'ai oublié de déconnecter le Yuski qui me suit. Donc j'ai toujours le Yuski en bout de laisse. Je vais aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, c'est des cas tout bêtes, mais effectivement c'est de l'expérience globale qu'on doit se poser, qu'on doit interpréter pour faciliter cet échange entre l'homme et la machine. Voilà. Et concernant les interfaces, l'informatique a déjà connu cela bien avant, puisque l'informatique, quand elle s'est intégrée dans les entreprises, a tout de suite été considérée comme quelque chose de dangereux dans la perte de l'emploi. Donc évidemment, là, la différence maintenant, c'est qu'on est sur des méthodes agiles, beaucoup plus rapides, dans des phénomènes d'acceptation. Et moi, ce que je conseille systématiquement à mes clients, c'est d'avoir dans l'équipe projet des opérateurs, un plutôt technophile, un pas du tout technophile, plutôt réfractaire plutôt, et de telle manière à bien faire adhérer dans l'usage et dans l'utilisation de la solution l'ensemble des acteurs. Parce que ce sont, et vous l'avez très bien exprimé, ce sont les opérateurs du quotidien qui utilisent la solution. Si vous les faites accepter la solution et qui trouvent un intérêt à celle-ci, vous avez tout gagné. Alors, Jacques Aumont, vous êtes responsable industriel pour la fonderie Bouillet. Donc, c'est une société que je qualifierais de traditionnelle. Et en même temps, Jean-Pierre Moreau, là, qui est le responsable des systèmes d'information de cette société, est également le président d'Aden West. Donc, comment, dans une entreprise comme la vôtre, vous abordez la transformation numérique? Est-ce que vos projets ont suscité plutôt une adhésion ou est-ce que vous avez noté de la peur de la part de vos opérateurs et compagnons? Bonjour Laurent. Tout d'abord, déjà, c'était d'un point de vue direction, de se dire peur, pas peur, quelle était la part de relationnel et d'irrationnel pour se lancer dans cette démarche de révolution industrielle, on va dire, ou d'évolution du numérique. Et là, on s'est appuyé sur des réseaux. Alors, il y en a certains dans la salle, donc je parlerai de la RAC, je parlerai aussi du pôle image et réseau, parce que lorsque nous sommes dans une PME, on n'a pas forcément toute la puissance d'un gros groupe pour pouvoir faire le diagnostic, faire le bilan. Et en s'appuyant sur ces pôles et sur ces réseaux, on a vraiment pris les choses en se disant, dans cette transformation numérique, dans cette transformation d'entreprise, qu'est-ce qu'il va être bon de faire de façon à ce que ce soit bon pour nos opérateurs. Et en le prenant par ce biais, et en changeant un petit peu la façon de gérer les projets, c'est-à-dire que plutôt que de les penser avec une bande d'ingénieurs dans des bureaux, on s'est dit on va aller dès la germation de l'embryon, entre guillemets, si je peux le dire, en parler dans l'atelier et faire des proof of concept dans les secteurs où les collaborateurs étaient demandeurs. Je raconterai une petite anecdote. La première tablette que l'on a mis dans l'atelier, ça faisait quelque temps, je cherchais comment aborder le sujet. Et puis un jour, le collaborateur me dit, voilà, j'étais traité comme un piètre bricoleur par mon épouse. Un jour, elle m'a offert un iPad et maintenant, je suis le roi des bricoleurs. Et lorsque nous sommes en repas, on vante mes mérites de bricoleur. Et il m'a dit, je ne comprends pas que nous, ici, on reste à l'âge de pierre et on a encore des modes opératoires, des supports qui soient des supports papier. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre les tablettes? Donc parfois, si je puis dire, et même souvent, l'impulsion, elle vient de nos collaborateurs qui vivent au quotidien le travail, qui sont sur les postes, et c'est par eux que vient cette impulsion. Donc la peur, si je puis dire, il faut la combattre par l'implication dès le début, dès le lancement de nos projets, de l'ensemble de nos collaborateurs. Merci. Alors j'ai une question qui s'adresse aussi à Jean-Yves Marnac. C'est quand vous associez les opérateurs, est-ce que vous, donc j'entends bien la démarche visant à présenter les technologies, mais est-ce que vous les associez dès le départ sur les objectifs finaux? Alors, je sais que dans Quantum, c'est défini, mais est-ce que c'est le cas également dans la fonderie Bouillet? Est-ce que vous les associez aussi sur les objectifs finaux, ce que vous voulez atteindre? Vous avez parlé je dirais du bien-être des opérateurs, mais au-delà de ça, il y a aussi le bien-être de l'entreprise, la compétitivité. Tout à fait. Derrière, c'est aussi de répondre à l'attente de nos clients. Fonderie Bouillet exporte 90% de sa production vers les grands noms de l'industrie de la manutention et du travaux publics. Et à l'heure d'aujourd'hui, nos clients nous demandent de les accompagner. Et c'est pour nous aussi, je dirais, par rapport à la délocalisation dans les pays bas coût, je dirais que c'est pour nous une opportunité, c'est que nos clients nous disent on ne veut pas y aller dans les pays bas coût parce que nous sommes sur des produits high-tech, même si le contrepoids peut paraître un petit peu rustre. Et nos clients nous disent allez-y, lancez-vous, parce que nous, on ne veut pas aller acheter des contrepoids en Chine, nous, on ne veut pas aller acheter des contrepoids en Inde, on veut les acheter
ici en France, et aidez-nous à construire les engins de demain, aidez-nous à construire cette révolution que l'on doit mener, et c'est avec vous qu'on le fera. Donc, si je puis dire, c'est vraiment une preuve aussi que dans des pays comme les nôtres, si on se lance, et il faut se lancer, il y a des attentes derrière, et on a des clients qui sont prêts à jouer franc jeu avec nous et à nous accompagner. Je partage complètement tout ce qui a été dit. On a parlé d'agilité, on a parlé d'implication des opérateurs. Il y a un troisième mot qui est très important, c'est le mot transparence également. Et très clairement, dès le début, il faut expliquer quelle est la règle du jeu, ce vers quoi on veut aller. Et les gens ils comprennent très très vite pourquoi on le fait. Finalement, quand on a compris le contexte, qu'on adhère à la démarche, il n'y a pas de problème. Et comme dans toutes les industries, la force de l'entreprise, c'est quoi? C'est les personnes. Et les personnes, pourquoi je dis ça? C'est celles qui ont le savoir-faire, celles qui connaissent les manières de travailler, c'est elles qui vont mener les problématiques et même les solutions derrière. Après, on n'a plus qu'à mapper, on va dire, la partie technologique pour concrétiser les problématiques qui sont remontées par les personnes. Merci. Alors, on a parlé beaucoup des opérateurs, des compagnons. Moi, j'ai aussi l'impression qu'un des freins dans la transformation digitale des entreprises, ce sont les managers qui, eux aussi, ont leur propre peur, perte de pouvoir, perte de capacité de suivi, perte aussi de compétences technologiques. Alors, qu'en est-il dans vos expérimentations? Là, je m'adresse à tout le monde. Quelle est la place du management? Quelle est la place du patron, je dirais, dans ces décisions? Alors, déjà, il faut le décider. Transformation d'une entreprise, transformation quelle qu'elle soit, si le top management ne l'a pas décidé et n'a pas donné le moyen aux équipes, aussi bien financiers que humains et que décisionnels, c'est-à-dire que quand vous lancez dans cette transformation, il ne faut pas le dire je vais en mettre quelques-uns dans un petit bureau, puis on verra bien s'il sort quelque chose un jour. Il faut vraiment que ça découle, comme peut le dire mon collègue d'Airbus, d'une volonté, d'un plan de déploiement. Nous, à notre échelle, on a fait un plan de déploiement 2017-2021. On a pris en compte l'ensemble des problématiques, les problématiques humaines, les problématiques de troubles musculo-squelettiques, les problématiques de rentabilité, les problématiques d'évolution du métier. Mais en tout cas, il faut que ça vienne et il faut que ça transpire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste le dire « non, non, mais j'y crois dans la transformation » et puis que votre visage n'y croit pas. Il faut vraiment vous investir. Et vous investir comment? C'est aussi aller participer, se mettre parfois facilitateur ou juste simple contributeur dans les groupes de travail et être humble, puisque de toute façon, vous l'avez décidé à un moment donné, vous faites en sorte de faire avancer. En ce qui concerne Airbus, c'est un groupe qui est quand même relativement gros, relativement éclaté, on va dire, en Europe. Relativement, oui. Quand même, la trame de fond, c'est que la transformation digitale que nous avons pu impulser sur l'unité de Saint-Nazaire, elle a été accompagnée, on va dire, par toutes les équipes qu'on pouvait avoir en centrale à Toulouse, qui ont un certain nombre de capacités de développement, tout ça. Par contre, la volonté et la manière de le faire venaient vraiment localement, on va dire, du responsable de l'usine. Et ce qui veut dire, c'est vraiment à ce moment-là la patte du manager local qui va donner la teinte qu'on va donner à cette transformation digitale. Et typiquement, M. Gérald Lignon est quelqu'un qui croit énormément dans la personne. D'ailleurs, c'est simple, la vision de l'usine de Saint-Nazaire, c'est l'usine où l'humain démultiplie la performance. Je pense que c'est un message qui est très très fort. Et si je peux résumer, il nous a laissé les clés du camion pour faire cette transformation digitale. Ça veut dire qu'il a cru dans ses équipes pour identifier les problématiques que nous avions concrètement, c'est qui étaient les préoccupations des salariés, lui proposer des solutions et ensuite nous accompagner. Donc, on va dire qu'il s'est plus positionné comme un facilitateur, je prends un terme anglais, un enabler, clairement, à cette transformation digitale. Et en ce sens, je pense que ça a été aussi un gros facteur de succès des différents projets que l'on a pu lancer. Donc c'est effectivement l'affaire de tous, Vincent. Oui, je pourrais rajouter que les bénéfices du digital ne sont atteints que s'il y a une adaptation des processus de décision et des comportements humains autour de ça. Donc on parle de plus en plus de comportements autour de méthodes agiles, on parle de boucles de décision courtes, on parle d'organisation de plus en plus plate. Comme vous le disiez, il suffit de le décider et d'impliquer tout le monde dans la transformation. C'est vraiment ça, c'est
aussi leur donner le pouvoir de décision et le droit à l'échec. C'est quelque chose qui doit être itératif et qui change un peu de la manière de faire traditionnelle dans les entreprises. Je vois que les mains se tendent, donc Patrice. Non, cette notion de droit à l'échec et d'expérimentation, c'est fondamental. Hein, c'est clairement dans cette démarche-là qu'il faut aller. Avec en plus, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les gens. Le fait de remettre en valeur les gens qui font le travail donne une capacité de motivation supplémentaire. Et ça, c'est un élément. Alors moi, je le vis par l'intermédiaire de mes clients, parce que je suis un faiseur, mais c'est clairement un moteur de motivation supplémentaire pour les équipes. Patrice, puisque vous tenez le micro, tout à l'heure vous parliez d'expérimentation Vie ma vie. Oui. Alors, c'est typiquement comment ça peut se déployer dans une entreprise? Alors, dans notre cas de figure, nous, dans nos process vis-à-vis de nos clients, on se déplace chez les clients pour voir comment travaillent les gens en réel. Alors, on ne va pas faire les actions, parce qu'on n'est pas forcément habilité pour les faire, hein, mais on va juste être en observateur de la situation de travail des opérateurs, de manière à prendre en compte le contexte environnemental de l'opérateur. Il ne s'agit pas de venir avec une solution disant « j'ai pensé pour toi », il s'agit de voir comment les gens travaillent et de co-construire cette solution. Sinon, ce n'est pas accepté et vous avez le refus, c'est un risque d'échec projet. Ce qui peut se faire également avec les équipes de développement interne de chaque entreprise. Complètement. Je vais justement rebondir donc, sur ce côté-là, le Vie ma vie. Moi, j'ai eu une expérience qui était de l'automobile où j'ai vécu la crise 2008 avec mon top management quand on était, avec le plateau chef de projet, les commerciaux, la direction. Et on a eu un taux d'absentéisme très très fort. Et du coup, la direction a pris un objectif, c'était de descendre les 100 personnes de la direction, chefs de projet commerciaux, pour passer en production et faire les tâches des opérateurs en 3-8. Donc il y avait de la fonderie, il y avait des opérations assez complexes. Et de cette expérience-là, on est parti un postulat chez Ecobot. Donc c'est le Vie ma vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a développé un bras qui fait 980 kg à peu près, qui est assez lourd, qui est mobile, qui fait 6 axes, qui monte à 2,80 m et qui manipule des charges de 50 kg. Pour faire ça, on a utilisé des steps, donc chez un gros du CAC 40, qui n'est pas Airbus, mais qui est une structure qui est quand même de taille assez conséquente. On a fait un prototype en bois, avec du carton et du bois, et les opérateurs. On a validé le step 1, ça nous a coûté 0 €. C'était très rapide. On n'est pas parti sur la solution. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a et le piège, c'est qu'on a tendance à dire dans les salons du numérique, etc., tiens, il y a une solution que j'ai vue, elle est géniale, je la veux chez moi. Ça, c'est le piège. Il ne faut surtout pas y aller. C'est reconcevons le besoin, step by step, et au fur et à mesure, on va commencer à faire les pièces, les éléments qui aujourd'hui nous ont permis d'avoir un produit. Ça a mis 2 ans à peu près pour sortir la technologie, mais on est en accord et on a des opérateurs surtout, ils sont d'accord sur le moyen et sur l'acceptabilité du moyen. Merci Sébastien. Donc on voit que cette place de l'humain dans l'usine, donc c'est bien sûr à tous les niveaux, qui a une place importante de la technologie, mais qui a également une place importante de l'innovation managériale et que les approches doivent être désormais adaptées à la fois à nos modes de réflexion et nos modes d'action, mais également aux objectifs de l'entreprise. Voilà, il nous reste 5 minutes. On m'a demandé de garder 5 minutes pour un petit temps de questions-réponses, donc ça laisse le temps à 2 ou 3 questions dans la salle, si vous en avez pour nos panélistes. Oui, j'osais pas le dire, mais c'est toujours la première, donc on va passer à la seconde directement. Je reconnais quelques... Peut-être que je peux désigner... Non. Bon, c'est peut-être parce que c'est le matin, le sujet... Bonjour, Freddy Desil, BDO. Je suis aussi ingénieur conseil en ligne et numérique. Vous avez parlé pas mal de grosses structures, sauf le dernier exemple qui peut aussi être mis en place dans d'autres petites structures, TPE, PME. Est-ce que vous avez d'autres exemples à donner sur des projets de transformation d'entreprise, d'usines du futur, justement pour des petites structures? Quand je parle petite, c'est moins de 200. Alors nous, Fonderie Bouillet, on est moins de 200. Nous, c'est un projet de réalité augmentée que l'on met en place. Et ce projet de réalité augmentée,
Alors, je vais faire un petit peu de pub pour l'agence régionale. On a d'abord postulé au Challenge Résolution 2017 de la région. On a été lauréat du Challenge 2017. Ça nous a permis de sélectionner une start-up nantaise. Je vais la citer, c'est Quai des Apps. Et derrière, on a le pôle Images et Réseau qui est venu nous accélérer sur ce sujet. Et lorsque nous sommes dans un contexte de petite entreprise, il faut surtout se dire qu'on n'y arrivera jamais seul. Et il ne faut pas se faire peur en disant oh là là, mais je vais attaquer par quel biais. Il faut s'ouvrir, il faut faire partie des pôles de compétitivité. Nous, on a décidé d'adhérer au pôle EMC2 et ça nous a aussi ouvert un panel de fournisseurs potentiels et d'aides potentielles. Et puis, c'est aussi s'appuyer pour l'amener dans les ateliers. Et là, on a participé à un événement qui était pour la première fois décentralisé, qui était le transformateur numérique organisé par Aract. Et ça nous a permis aussi de mûrir et de profiter, si je puis dire, du savoir-faire de dizaines et de centaines d'entreprises qui s'étaient lancées dans ces transformations pour le prendre du bon côté. Donc, si je puis dire, c'est dans nos petites entreprises, c'est déjà ouvrons-nous et on s'apercevra qu'il y a des personnes qui sont prêtes à nous aider, pas forcément moyennant finance, mais qui vous apportent du financement. Et puis, il faut se lancer et démontrer, quoi. Et c'est tester à nos échelles, avec nos moyens, et c'est faire des réussites, bien sûr. Alors, ce que disaient mes confrères tout de suite, c'était par contre, il faut accepter de se tromper. Et ça, peut-être encore plus lorsqu'on n'a pas tous les moyens que l'on pourrait souhaiter avoir. Mais le pire serait de ne pas oser le faire. Et nous, à l'heure d'aujourd'hui, si vous nous posez la question de dire, vous en tant que PME, est-ce que si vous aviez la possibilité de tourner le bouton off, le feriez-vous? Alors aujourd'hui, on n'aurait pas la possibilité. Déjà maintenant, on a convaincu nos collaborateurs qu'il fallait y aller. Donc maintenant, si on tourne le bouton off, ça ne se passera pas bien. Et puis, on commence à en voir les fruits, les apports. Donc, il faut se lancer, mais ne le faites pas seul. Moi, c'est le conseil que je donnerais. C'est appuyez-vous sur les réseaux et sur les personnes qui savent faire. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et si j'ai un conseil à proposer aussi, pensez grand, commencez petit et arrêtez-vous dès que ça suffit. Comme ça vous permet d'avoir l'adaptation de vos moyens par rapport à ce que vous cherchez comme objectif et pas forcément avoir des dépenses monstrueuses en voulant révolutionner tout dans les petites structures. Alors on arrive à la fin de cette table ronde. Y a-t-il une dernière question? Sinon, il me reste à vous remercier. Je vais passer la parole pour le mot de fin à Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Merci déjà aux intervenants de cette table ronde, c'était vraiment très intéressant. Merci Laurent de l'avoir animé. Je voulais juste vous passer un petit message pour vous dire que maintenant, à 11h à l'atelier 200, il y a la société STIA, qui est une métallerie, qui va faire un témoignage en fait sur la mise en place d'applications mobiles pour son personnel de terrain. Je pense que c'est un peu dans la continuité de cette table ronde. Donc voilà, je vous y invite, c'est à 11h à l'atelier 200. Merci pour votre attention. Voilà, bon salon.